Et ben, bonjour à toutes et tous. Merci Raphaël pour cette première partie. Donc moi, je m'appelle Lucie Joseph, je suis chef du pôle de pédopsychiatrie sur Vienne, donc à 30 minutes d'ici. Ça fait maintenant 6 ans que je suis chef de pôle sur cette commune qui est en fait ma ville d'origine. Voilà, donc je suis rentrée il y a 6 ans pour me réinstaller. Pour commencer et pour expliquer un petit peu, parce que l'idée c'était que je vienne aussi partager avec vous comment, en tant que chef de pôle et pédopsychiatre, on en arrive à faire une place justement à ces pratiques et comment aussi on a connaissance ou pas de React, comment on a connaissance ou pas de la RNV. Peut-être vous parler un petit peu de mon cursus. Alors, c'est pas pour parler de moi, c'est pour parler de comment, à travers les expériences professionnelles, on en vient en tant que pédopsie et chef de pôle à penser la place des parents qui n'allait peut-être pas forcément de soi. En tout cas, dans mes études, moi, on m'a pas forcément euh, toujours, en tout cas, appris à quel point il fallait avant tout, et c'est aujourd'hui ma façon de travailler en tout cas, avant tout faire une place aux parents dans les soins en pédopsychiatrie. Donc moi, je suis chef de pôle depuis 6 ans. J'ai fait mon cursus à Lyon initialement. J'ai fini mon cursus universitaire en service post-urgence où on accueille des ados. Donc 12 ados dans un service en postu sur des ados qui avaient des comportements soit auto-agressifs, donc beaucoup de passages à l'acte suicidaire, soit des troubles du comportement et des comportements d'hétéroagressivité. Donc globalement, c'est des gamins et surtout des parents qui arrivaient parfois même avec la valise prête pour leur enfant pour que l'enfant reste à l'hôpital parce qu'ils n'en pouvaient plus et que plus personne n'en pouvait en fait, hein, ni l'ado ni ses parents. Il y avait un gros besoin finalement de séparation et de temps off parce que tout le monde était à bout. Donc en fait, ce service-là, même s'il rendait service pour apaiser la période de crise, en tout cas proposer quelque chose sur la période de crise, assez rapidement, ce qui m'est resté de cette expérience-là, c'est de me dire on est arrivé trop tard. Et donc, dans quelle mesure on peut arriver en amont, faire de la prévention pour avoir moins besoin de ces lits-là, parce que clairement, mettre 12 ados ensemble dans un même service sur des mêmes problématiques, je vous passe le dessin, mais en gros, ils se donnaient tous les bonnes idées. Enfin, ça reste des ados, donc ils se donnaient tous les bonnes idées pour aller de pire en pire dans les conduites à risque de toutes sortes. Donc, pour moi, en tant que médecin, très jeune médecin à ce moment-là, c'était pas du tout la bonne solution de proposer principalement cet accueil-là en crise. Donc, je suis restée une année dans cette unité et puis j'ai eu la chance d'aller une année travailler en Suisse, donc dans un centre psychothérapique privé qui accueillait, et c'était assez intéressant, à la fois de la pédopsie et de la psy adulte au même endroit. Donc, c'était une énorme structure, on était 80 professionnels sur 5 étages, c'était une grosse machine. Il y avait des côtés négatifs à cette grosse machine et puis des côtés très positifs où notamment euh, les familles arrivaient et chaque membre de la famille avait finalement un suivi. Ce qui était hyper intéressant, c'est que on pouvait vraiment avoir. Moi, j'avais des ados qui étaient suivis avec moi et qui avaient peut-être leurs parents suivis du côté psy adulte. Et entre professionnels, on pouvait partager un peu nos points de vue entre pros et même faire des co-consultations avec les thérapeutes des parents, avec moi en tant que thérapeute de l'enfant, et comprendre un peu la dynamique familiale et pas s'intéresser juste à l'ado ou juste aux parents, et mélanger un petit peu toutes les observations dans un même endroit et dans un même temps. Et là, je me suis dit que c'était quand même pas mal ce qu'on faisait à ce niveau-là. Ce qui est pas mal aussi, et ce qui est fait maintenant sur l'enfant, sur l'impulsion notamment de Raphaël, mais c'est que il y avait beaucoup d'enfants et d'ados qui arrivaient dans ce centre-là pour des bilans. Alors la porte d'entrée, mais comme c'est maintenant aussi en France, hein, souvent sur des questionnements sur les troubles du neurodéveloppement, c'est souvent comme ça qu'on arrive aussi maintenant en centre de consultation. Donc les parents amenaient leur gamin dans ce cadre-là. Et après un entretien médical, les enfants partaient en bilan, donc et neuropsy et plus sur une approche psychothérapique. Et les deux psys mettaient en commun avec moi leurs observations et on faisait une restitution aux parents à trois. Et ce qui déjà, moi, m'avait permis, et c'est ce que vous faites aujourd'hui, hein, vous faites des passations de bilan pour les enfants, vous rencontrez les parents, c'est des thérapeutes différents qui rencontrent parents et enfants et vous mêlez les regards différents dans un temps un peu restreint, ce qui permet d'avoir comme une capture d'écran finalement familiale
Et de pas se dire, bah, c'est l'enfant qui a tel souci, c'est aussi de se dire, OK, l'enfant, il y a tel et tel truc peut-être un peu atypique. Au niveau parental, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils ont le moral? Est-ce que le boulot va bien? Oui, non. Quelle est la dynamique familiale? Et de mélanger tout ça et de faire un peu une photographie globale familiale. Et on était, je trouve, plutôt pas trop mal en termes cliniques et en termes d'hypothèses diagnostiques parce qu'on avait cette vue finalement méta dont tu parlais tout à l'heure de mêler, et c'est vrai qu'en CMP, on peut mêler aussi facilement et des choses faites en centre de consultation et aussi des visites à domicile qui nous donnent quand même un regard un peu différent et complémentaire. Donc, tout ça, je me suis dit, quand même, il y a des trucs qui sont pas mal dans cette structure en Suisse. Et puis, j'ai eu des rencontres aussi cliniques notamment un gamin qui avait peut-être 12-13 ans, qui était aujourd'hui, parce que voilà, je vous connais, je vous parlerai de comportements tyranniques. À l'époque, je ne connaissais pas, donc j'en ai pas parlé à la maman, mais il y avait des comportements tyranniques qui étaient aussi dans un contexte où ce gamin-là, moi, je me demandais s'il y avait un TDAH, je savais qu'il y avait des violences intrafamiliales dans le passé, avec une séparation parentale, il y avait un contexte globalement très compliqué, du trauma, etc. Et puis, je me demandais, voilà, est-ce qu'il y a un TDAH en plus? Est-ce que moralement ce gamin il va bien ou est-ce qu'il est complètement déprimé et que du coup ça s'exprime par la violence? Quoi qu'il en soit, c'est un gamin qui pétait tout à la maison et la maman est arrivée épuisée en consultation. Il a tout fait péter en consultation aussi et on a tricoté ensemble pour créer un lien avec lui. Finalement, à travers la musique, la danse, j'ai réussi à l'approcher et vraiment à apprivoiser cet ado qui avait très envie de m'envoyer bouler. Donc, on a réussi à tricoter quelque chose. Il est parti finalement, ça a permis de poser un peu les choses. Il est parti en bilan. On n'a pas retenu le TDAH. Voilà. Par contre, entre-temps, bah, je suis rentrée en France, je suis rentrée m'installer à Vienne. Donc le Suisse s'est arrêté avec moi et la maman m'a donné des nouvelles en fait, quelques temps plus tard, en me disant, bah, en fait, il n'a pas du tout réussi à adhérer, enfin, il n'avait pas du tout envie d'adhérer à un autre suivi psy. Elle dit, bah, du coup, c'est moi qui suis allée en suivi. Et donc la chance de cette maman, c'est que finalement, dans une situation où elle était complètement affolée que je parte, elle s'est mobilisée. Elle a eu la chance aussi de trouver des professionnels hyper attentifs et elle a eu un suivi pour elle, voilà, psychothérapique pour elle en tant que femme. Et puis en tant que maman, elle a eu aussi un suivi psy plutôt du côté de sa parentalité et dans un programme un peu inspiré ou en tout cas RNV. J'ai plus des souvenirs très précis, mais il me semble qu'elle m'avait parlé d'RNV à l'époque. Et en fait, c'est ça qui a permis aussi, finalement, le gamin a eu un moment de suivi et la maman a été accompagnée dans un deuxième temps. Donc moi, je suis rentrée avec tout ça à Vienne. Assez rapidement, j'ai été nommée chef de pôle. Donc chef de pôle, en tout cas dans ma situation à moi, c'est gérer tous les centres de consultation, les hôpitaux de jour. On a exclusivement de l'ambulatoire à Vienne, on n'a pas du tout de lit d'hospitalisation. Donc il faut qu'on soit à la fois non et réactif parce que on peut pas dégainer un lit d'hospice comme ça parce qu'il y en a pas ou en pédiatrie mais du coup les pédiatres tirent un peu la tronche donc du coup il faut qu'on soit pas trop mal sur nos sauts de consultation et donc je suis rentrée à Vienne en me disant quand même c'est pas mal cette approche pluriprofessionnelle. J'aimerais bien qu'on mette ça en place et puis surtout qu'est-ce que c'est bien de bosser avec les parents quoi. Je l'avais vu hein, dans mes stages, il y avait eu des expériences en pédopsie où on bossait avec les parents, mais j'avais aussi pas mal d'expériences où ce que tu disais, hein, c'est que c'était l'enfant qui était au centre du soin. Les parents venaient de temps en temps en consulte médicale, mais on les mettait pas au cœur du soin. Et moi, je suis rentrée en me disant, non, en fait, on va les mettre au cœur du soin, et ça faisait partie de mes grandes lignes directrices de ce qu'il fallait faire sur le pôle. Donc en 2020, le pôle, il était quasiment complètement d'obédience psychanalytique. Donc il a fallu déjà apporter, donc il a fallu réorganiser les soins, créer des filières de la périnatalité à l'ado. Il a fallu importer les autres approches actuelles. On n'en était pas du tout à parler trop de troubles du neurodéveloppement, il n'y avait pas trop de diagnostics et de traitements spécifiques. Donc, on a fait tout ça en quelques années. On a développé l'offre avec le réseau aussi. On a travaillé avec les écoles, avec le médico-social, la protection de l'enfance, beaucoup, parce que c'est des situations où qui est de la violence, même du côté des enfants, ou en tout cas qui est des choses qui, dans l'environnement familial,
sont pas tranquilles. La protection de l'enfance est souvent un peu par là, et puis souvent on comprend pas trop ce qui se passe aussi. Donc nous, notre job, c'est un peu d'expliquer aussi les tenants et aboutissants et de pas faire contre les parents, de se dire que, et ça c'est mon engagement, de se dire on est avec les parents et on va les soutenir dans le fait que ça se passe bien au niveau familial. Donc on a développé tout ça. Et vraiment, ça a été. Alors, tout n'est pas parfait hein, sur le pôle. Je ne vais pas vous vendre un truc où c'est le meilleur pôle du monde. Il est pas mal ce pôle, mais tout n'est pas parfait. Par contre, il y a vraiment une dynamique où petit à petit, on a vu. Alors déjà, maintenant, on parle de TND, on pose des diags et on médique, donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est l'étape 1. Et par contre, après, on a vu quand même pas mal de choses qui se sont développées. Après, ben, le gros appui, c'est aussi de se dire que j'ai recruté des psychos, des neuropsys formés. Non, mais parce que tu en parlais, de se dire, on peut pas débarquer et dire aux gens, enfin moi, en tant que médecin-chef, je vais pas dire, bah, il faut mettre en place la RNV s'il y a personne de formé et si en plus, si on envoie les gens en formation, mais je trouve la grosse force, bah, par exemple sur la RNV, c'est de t'avoir dans les équipes, se dire qu'on va peut-être former d'autres gens, mais que toi, tu vas être en soutien pour que les gens se lancent, en fait. Parce que les professionnels, souvent, ils sont hyper partants pour se former. Par contre, après, ça fout un peu les jetons, quoi, de tester des nouvelles pratiques et d'avoir aussi peur de peut-être pas être à la hauteur. Et donc, du coup, d'avoir des professionnels déjà formés dans les équipes, c'est ça qui a été aussi la force ces dernières années sur les différentes filières. Parce que en CMP, c'est vrai que tu parles de ton expérience en CHU initialement. Oui. En CHU, on est avec des professionnels peut-être plus experts, ou en tant que parent, on vient consulter avec une notion quand même, on sait déjà un peu en quoi ça nous concerne, etc. On a peut-être des hypothèses diagnostiques. Nous, en CMP, on n'est pas au niveau 1, donc on n'a pas des situations assez peut-être facile à diagnostiquer entre guillemets. On a l'entre-deux, quoi. On n'est pas centre expert non plus, donc on a tout le monde. Il n'y a pas de niveau socio-économique, hein. Tout le monde est pris en charge et c'est assez riche là-dessus. Mais par contre, c'est très riche cliniquement, mais c'est aussi très complexe parce que du coup, souvent, quand les familles arrivent, peut-être moins maintenant, mais le gros risque, c'est d'arriver déjà cuit et épuisé après plusieurs années d'errance, de ne pas avoir d'entrée dans les soins à temps, de ne pas avoir eu un médecin généraliste peut-être qui s'y connaissait pour nous orienter en CMP. Aujourd'hui, nos médecins généralistes de secteur, ils sont quand même plus formés, donc on a des professionnels qui nous orientent quand même de manière assez réactive. On a aussi les plateformes de coordination et d'orientation qui sont du côté TND. On bosse super bien avec celles de Grenoble et du coup, voilà, on admet en soin des parents et des enfants après un passage en PCO. Donc, il y a besoin d'être réactif pour que on n'ait pas finalement des situations déjà dégradées avec des enfants qui ont mis en place des stratégies qui sont pas forcément les bonnes et des parents qui sont épuisés. Et t'en parles, enfin quand on discute un peu de situation, on se dit ah bah ouais, on a ça et ça à proposer aux parents, mais là ils sont cuits quoi. Ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils vont pas bien moralement et du coup c'est compliqué aussi d'aider des parents qui sont déjà vraiment cuit. Et c'est compliqué aussi de comprendre ce qui se passe pour la dynamique de l'enfant et des parents quand on arrive trop tard, parce qu'en fait, il n'y a pas une couche d'oignon à comprendre, il y a plein de couches d'oignons, et des fois, on va tenter des choses, on se dit, nous, en tant que médecin, on va se dire, on pose tel et tel diagnostic. C'est pas forcément qu'on a tort, c'est peut-être qu'il y a d'autres choses en dessous à creuser. Donc, on tente des trucs. Et comme tu disais, on va peut-être tenter un Barclay avec des parents dont le gamin est TDAH. Et on va se dire, putain, en fait, ça, on n'arrange rien, voire on aggrave. Le truc à garder, et ce qui ne va pas forcément de soi, mais où c'est hyper important de le garder en tête, et vous, en tant que parent, de vous autoriser à le porter, parce que je trouve ça intéressant, c'est de dire, ouais, mais d'accord, on a tel diag, on a eu tel suivi, ça va toujours pas, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, en fait? Moi, ça serait le message, c'est de vous autoriser à dire, même aux médecins, il n'y a pas autre chose, on n'est pas passé à côté d'un truc, parce que c'est notre quotidien, nous, en CMP. C'est d'avoir peut-être eu 2, 3 certitudes. Et puis, il y a des situations qui vont mieux, hein. Enfin, il y a des familles qu'on aide, ça va assez bien, assez rapidement.
Et puis, il y en a d'autres où on se dit, putain, en fait, ça va pas mieux. Et de vous autoriser, parce qu'on est, oui, alors, on va poser des diagnostics, on va vous préconiser des choses, mais on fait avec ce que vous nous amenez, en fait. Et il faut vraiment, je trouve, oser nous dire, bah, en fait, ça va pas mieux, et est-ce qu'il n'y a pas autre chose à explorer? Enfin, moi, je trouve ça vraiment, vraiment important, en tout cas, à s'autoriser ça. Parce qu'on comprend les situations avec ce que vous nous amenez, vous, en tant que parents, avec ce que l'enfant va nous montrer ou pas, et puis, et surtout ou pas, des fois, en consultation. Et puis, t'en parlais, j'en reparle encore là, mais sur les visites à domicile, c'est un outil qui est quand même très, très, très intéressant parce qu'on voit vraiment des choses qu'on ne verrait jamais en consultation. Il y a vraiment des observations qu'on peut faire en visite à domicile qui vont être très aidantes et pas du tout jugeantes, vraiment aidantes pour mieux comprendre les situations. Et ça aussi, je peux encourager les familles à ouvrir la porte, parce que c'est pas, on n'a pas forcément envie d'ouvrir la porte aux professionnels. Enfin, moi, la première, s'il fallait qu'on vienne chez moi voir comment ça se passe, je ne sais pas trop si je serais tout de suite partante. Mais je trouve que c'est hyper pertinent cliniquement. Il y a d'autres éléments que nous, on va choper qu'on n'aurait pas vu si vous venez juste nous voir dans un bureau. Euh, En bref, ce que mes années là de pratique en tant que chef m'ont appris, c'est que t'en parlais aussi de comment faire confiance et comment des fois vous arrivez en consultation avec un nouveau psy qui va vous proposer une nouvelle technique et il va falloir faire confiance de nouveau. Euh, Ce qui est clair, c'est que c'est hyper important de trouver en tant que parent un espace de soins dédié dans le lieu de soins de l'enfant, mais qui est aussi votre espace pour vous. Enfin, je me mets à la place des parents. Je pense que c'est quand même plus simple d'aller expliquer la dynamique familiale et ce qui se passe à la maison, si l'enfant est peut-être pas forcément présent non plus, pour pouvoir expliquer aussi, vous livrer et être suffisamment en confiance. Et ça, c'est hyper important. Euh, L'autre chose, bah, c'est de prendre le temps de créer un climat de confiance avec l'enfant, de prendre du temps aussi pour créer un climat de confiance avec les parents, et tout ça, ça prend du temps, surtout quand vous êtes confronté à bah, plusieurs professionnels différents et qu'il y a peut-être un long parcours avec plein de personnes différentes, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce que je retiens là. Et puis l'importance aussi bah, de croiser les regards et d'avoir, on va pas dire la même chose quand on vient voir le médecin, quand on vient voir le psycho et quand on a l'éduc qui se ramène à la maison, plus ou moins avec l'assistante sociale, parce que nous on bosse quand même beaucoup avec les assistantes sociales de CMP. Vous allez pas, voilà, il va pas se passer les mêmes choses, votre enfant va pas aussi montrer les mêmes choses. Et donc il y a besoin de croiser tout ça pour qu'on comprenne bien la situation. Dans les freins et les limites rencontrées sur nos pratiques, bah, c'est vraiment ce que tu disais aussi, hein, c'est que la porte d'entrée, elle est quand même beaucoup aujourd'hui sur les troubles du neurodéveloppement. Notre boulot à nous, bah, c'est de continuer à quand même à penser à tout ce qui existe d'autre en dehors des troubles du neurodév, que ça soit de l'anxiété, de la dépression chez l'enfant, chez l'ado, le psychotrauma aussi. Ça peut être aussi des événements environnementaux, hein, qu'est-ce qui se passe à l'école, du harcèlement, etc. De continuer à penser à tout ça. Après, moi, c'est mon dada, c'est la périnate. Donc, du coup, enfin, en périnate, forcément, on voit beaucoup les parents pendant la grossesse. Les 6 premiers mois de vie des bébés, c'est globalement là où j'interviens le plus. Ce que je vois aussi, c'est quand on est parent, bah, on a notre vie d'adulte. Et que notre vie d'adulte, elle va aussi bah, forcément impacter de comment on est disponible ou pas pour tenir cette fonction parentale, qui est pas simple. Et bah, c'est aussi d'être dans les limites de l'exercice. C'est comment, quand on accueille des familles qui sont plus ou moins épuisées, c'est comment vous allez nous faire confiance pour pas vous sentir jugé par les professionnels, comment vous allez nous faire confiance pour qu'on aille explorer aussi comment vous allez, en dehors de votre parentalité, pas de manière jugeante, uniquement pour vous orienter vers les bonnes prises en charge aussi. Parce que quand on est parent, c'est quand même, on a sa vie de parent, sa vie professionnelle, sa vie de couple. C'est plein de choses et c'est tout fonctionne ensemble, hein. Donc c'est de l'homéostasie. Et prendre soin de soi en tant que parent, ben, souvent on se met
deuxième ligne, alors que c'est quand même hyper important. Mais c'est délicat aussi de dire ça aux parents, alors qu'on a son enfant qui va pas bien du tout. Enfin, c'est vraiment de la dentelle, quoi, de comment accueillir tout ça, accueillir la colère parentale aussi. Je pense que moi, les situations où j'ai créé un lien avec les parents le plus fort, c'est quand les parents ont commencé par arriver en consulte hyper énervés contre moi ou contre le système de soins et que petit à petit, bah, on a réussi à créer ce climat de confiance et à avoir des suivis sur plusieurs années qui permettent aussi d'avoir des hypothèses qui bougent de ce qui se passe dans la situation, quoi, et d'arriver à se décaler. J'ai une situation très claire en tête d'un grand là, qui va bientôt avoir 18 ans. Ça doit faire 5-6 ans que je connais la maman. C'est un gamin qui a des troubles du neurodève diagnostiqués, il y a du psychotrauma assez sévère, et puis bah, c'est pareil, c'est pas une situation où on a évoqué tout de suite des comportements tyranniques, mais là aujourd'hui avec la maman on peut en parler, parce qu'à posteriori, elle ouvre les yeux un peu entre guillemets en se disant putain en fait ouais, en fait, je me suis vraiment suradaptée pendant des années, je me suis oubliée. Et puis bah, finalement, est-ce que ça a été la bonne stratégie? Et on en parle maintenant, au bout de 5-6 ans. Mais parce que bah, c'était pas le bon moment avant et qu'aujourd'hui, elle arrive petit à petit, parce qu'elle a aussi, elle est plus apaisée, elle, sur certaines choses, ça lui permet d'évoquer d'autres choses aujourd'hui. Donc tout ça, c'est parce qu'il y a un lien de confiance qui s'est fait sur des années. Mais il y a 5 ans en arrière, c'est une maman qui arrivait hyper en colère, contre son gamin, contre moi, contre tout le monde. Et bah, il a fallu accueillir tout ça quand même et rester bienveillant. Et petit à petit, on est vraiment. Alors, tout est pas rose aujourd'hui hein, dans cette situation, mais ce gamin, il commence à faire un peu sa vie aussi. Et cette maman, elle commence à prendre soin d'elle aussi en parallèle. Donc, il faut parfois du temps et détricoter et avoir l'humilité de se dire, ah, peut-être qu'on est passé à côté de trucs, quoi. Voilà. Et pour tout ça, il faut être formé. Et dans les institutions, enfin, moi j'ai entendu parler de React parce que tu es arrivé sur le pôle. Et parce que on s'est rencontrés et que c'est Raphaël qui m'a, parce que pour la petite histoire, Raphaël m'envoie un colloque en me disant va parler à ma place, voilà, ce qui était l'expérience la plus stressante d'aller parler à la place de Raphaël Scapadici. Voilà. Donc, on s'est retrouvés en Belgique dans un colloque et on a papoté. Et en toute honnêteté, j'ai découvert React à ce moment-là, plus précisément. Et en fait, après, ça m'intéressera sur le temps d'échange d'avoir votre retour, mais nous, en tant que médecins, on fait aussi des choses et on impulse des choses dans nos équipes en fonction de qui travaille dans nos équipes, selon qui s'est formé à quoi. Et puis, dans les colloques, il faut aussi que nous, on se forme, il faut que nos institutions nous permettent aussi de se former suffisamment pour être un peu au taquet de ce qui se fait, de ce qui existe, pour pour vous proposer ce qui est le mieux finalement au niveau du système de soins. Ce qui ne va pas de soi en fait. Il faut vraiment une dynamique. Et c'est ce que je m'étais noté sur les freins et limites rencontrés pour proposer de la RNV ou de l'accompagnement sur, en tout cas autour des comportements tyranniques. Il faut que au niveau médical, au niveau des psychos, au niveau des cadres, on soit sensibilisé, plus ou moins formé, mais déjà rien que sensibilisé, parce que ça peut être déjà ça, de se dire on est sensibilisé, on a les flyers en salle d'attente, mais ça, je suis pas sûre que ça soit le cas de partout. Et il faut tout le temps avoir une politique de formation au niveau institutionnel qui soit présente pour ça. Et il faut qu'on fasse ça avec aujourd'hui, et ça c'est notre contrainte, mais ce que j'ai noté, hein, la principale contrainte, c'est de continuer à faire bien tout en ayant une surcharge de travail. Parce que c'est pas que dans les journaux, dans la vraie vie, c'est ça. Depuis le Covid, ça ne stagne pas. On n'a pas de. Là, on a une file active qui commence un peu à se stabiliser, mais on a eu vraiment une croissance exponentielle des demandes, des besoins, sur tous les âges, hein, de la période périnatale à l'ado. Et ça ne décroît pas. Donc, ça nous demande de réorganiser les soins pour rester disponible pour les familles et tout en continuant à se former aux nouvelles pratiques, etc. Donc, c'est un sacré challenge de rester un peu réactif sur ce qui se fait, sur les évolutions des pratiques.
Et puis, bah, s'il y a tous ces paramètres, on imagine qu'il y a des pros qui sont formés, donc qui vont vous poser les bonnes questions. Parce qu'en fait, si on n'est pas formé, on va pas vous demander comment ça se passe à la maison. On va peut-être pas vous proposer un entretien sur votre enfant. Enfin, voilà. Donc, s'il y a tous ces paramètres-là, les pros sont formés, il y a des espaces pour les parents dans les lieux de soins pour les enfants. Voilà. Moi, ma problématique encore aujourd'hui et mon questionnement, et c'est pareil, je suis preneuse de vos retours, c'est comment s'adapter, et comment arriver à faire venir le maximum de parents dans les soins. On a des secteurs, et je trouve que Vienne, vous y arrivez pas trop mal. Il y a des petits groupes, mais voilà, on s'est adapté. On a fait des Barclay aussi en visio. Enfin, il y a des choses qui arrivent. Et il y a des secteurs géographiques hein, chez nous où on a un mal fou à ce que les parents viennent et sans qu'on arrive bien à comprendre, parce que du coup, s'ils viennent pas, bah, on n'arrive même pas à papoter avec eux de ce qui ferait qu'ils pourraient venir. Est-ce que c'est les horaires? Est-ce que c'est que ça leur parle pas? Est-ce qu'ils sont déjà au bout du bout et du coup, ils n'ont pas l'énergie? En tout cas, on a aussi, nous, en tant que médecins, cette réalité-là de proposer parfois des choses et où ça, voilà, il n'y a pas une adhésion. Et du coup, je trouve que c'est l'occasion, en tout cas, moi, de venir cet après-midi, c'était l'occasion de me dire, il y aura des familles. Et du coup, bah, quels sont vos besoins? Quels sont, même si vous, là, vous n'êtes pas du secteur de Vienne, peut-être, mais peu importe. Enfin, voilà, c'est d'avoir aussi vos retours de ce dont vous avez besoin et ce qui parle le plus, en fait. Voilà, et sur les perspectives et besoins, bah c'est, vous mettez noté ça, les idées pour s'adapter aux familles, parce que c'est quand même notre boulot, enfin, c'est de travailler pour vous et avec vous. Et puis le gros besoin, bah, c'est de sensibiliser tous les professionnels. Alors là, je vais parler pour le pôle, mais parce que finalement, c'est le gros enjeu, c'est que les professionnels soient au moins sensibilisés pour penser à donner un prospectus, pour dire allez voir le site, pour peut-être même, on a par exemple chez l'ado, on a un groupe qui s'appelle le Café Parent. Donc il n'y a pas d'objectif, c'est pas autour d'un diagnostic précis, c'est vraiment avoir un ado qui est suivi en CMP et comment on fait quand on est parent. Et bah, c'est dans ce groupe Café Parent, peut-être que les pros soient sensibilisés au programme, à React pour se dire, tiens, tel parent a parlé de tel ou tel comportement de son ado, bah, je vais donner le prospectus. En fait, c'est vraiment d'être sensibilisé. Aujourd'hui, sur le pôle de pédo, je pense que globalement, c'est le cas. Je pense qu'il y a encore du boulot pour que bah, on passe de la sensibilisation à la formation vraiment. Mais voilà, est-ce que c'est assez diffusé globalement? Je ne sais pas trop. Voilà, un petit peu.